Tribu, Julien Magnolet. Bonjour et bienvenue dans Tribu. Les bancomates suisses crachent ces jours les tout nouveaux billets de 20 francs, mais c'est d'une toute autre sorte de monnaie dont nous allons parler ce matin. Une monnaie qui, peut-être, on ne sait pas, un jour remplacera les billets et les pièces que nous connaissons aujourd'hui. Cette monnaie, c'est le Bitcoin, une monnaie numérique qui a été créée il y a 8 ans et qui est à la fois expérimentale et controversée. Certains estiment que le Bitcoin, c'est l'avenir de l'homme car il permet de se passer des intermédiaires, des banques, des États. D'autres pensent au contraire que le Bitcoin est dangereux, que l'anonymat qui l'autorise permet de financer les pires choses, crimes organisés, blanchiment ou évasion fiscale. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de cette monnaie, le plaisir de recevoir ce matin en direct Jacques Favier et Adli Takal-Bataille. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Favier, vous êtes historien de formation, ancien banquier, et Adli Takal-Bataille, vous êtes un linguiste de formation et spécialiste du numérique, et vous avez tous deux co-signé ce livre, Bitcoin, la monnaie acéphale. Alors première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi monnaie acéphale, monnaie qui n'a pas de tête ? Alors, la monnaie acéphale, c'était tout d'abord l'idée d'une monnaie sans chef, sans patron, mais c'était aussi... on l'a pris de Georges Bataille qui avait fait une monnaie qui s'appelait une revue qui s'appelait l'Acéphale. Et donc cette revue qui avait une vocation assez anarchiste et mystique nous a paru assez amusante à reprendre du moins le terme acéphale pour Bitcoin qui lui aussi a sa mythologie et est profondément anarchiste sans tête. Georges Bataille, il est de votre famille ? Non, c'est un hasard. C'est un hasard. Alors, expliquez-nous, si vous arrivez de manière simple, comment fonctionne le Bitcoin ? Alors, la question nous est toujours posée par des gens qui seraient peut-être mal à l'aise si on leur disait comment fonctionne le franc. Quand vous avez parlé des billets, qui sont des signes papier, mais dans lesquels il n'y a pas de valeur, qui sont une créance sur la Banque nationale, mais l'essentiel de vos francs, vous les avez à la banque du coin, et vous recevez un relevé sur lequel on dit vous avez 1000 francs. Mais en fait, vous n'avez pas 1000 francs, vous avez une créance sur la banque. Et le Bitcoin, c'est également une écriture électronique. Il n'y a pas une différence considérable entre le Bitcoin comme écriture électronique dans un livre et puis vos francs, écriture électronique dans le livre de la banque à laquelle vous faites confiance. La véritable différence, elle est dans la façon de valider les écritures. Votre excès de compte, il y a 1000 francs dessus parce que le banquier a enregistré les écritures, les a validées et puis éventuellement peut toujours les changer. En général, il prélève les frais sans vous demander votre avis, etc., etc. Alors que dans le livre de Bitcoin, il n'y a pas de banquier qui valide, c'est un ensemble de gens, ceux qu'on appelle les mineurs, c'est-à-dire à peu près 6000 nœuds, 6000 parcs informatiques de circuits imprimés qui font des calculs très puissants et très rapides, qui vont valider et ensuite le livre va être dupliqué. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette écriture dans un livre, dans une banque, vous avez cette écriture qui est dupliquée dans des milliers, des dizaines de milliers de répliques du livre de Bitcoin entretenu par une communauté. Mais cette communauté, ces mineurs-là, c'est donc des personnes, il y a quand même des personnes qui travaillent là-dessus, c'est 6000 personnes, vous avez dit ? Alors, c'est des personnes machines en quelque sorte. Ça veut dire que ce sont des ordinateurs qui tournent, qui sont entretenus par des groupes de personnes ou des personnes individuelles qui vont donc choisir de donner de la puissance de calcul au réseau pour le sécuriser et peut-être obtenir des bitcoins en échange quand ils trouvent la solution qui permet de valider donc les transactions. Alors donc, c'est avant tout des hommes et des machines. Alors, le Bitcoin a été inventé en 2008. C'est juste de dire que c'est à la fois l'enfant du numérique et de la crise financière de 2008 ? C'est une bonne approche. Cela dit, il est publié en octobre 2008, 15 jours après la faillite de Lehman Brothers. On n'invente pas quelque chose comme ça en 15 jours. Ça a peut-être précipité la sortie, l'annonce de cette découverte. En réalité, il est déjà le fils d'Internet. Depuis l'apparition au début des années 90 de Internet, on voit que des gens d'origine assez diverses et avec des arrière-pensées assez différentes cherchent. On voit des libertaires, des gens qu'on appelle les cypherpunks, qui cherchent parce qu'ils sont mus par l'idée de défendre leur vie privée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. En général, on suppose toujours que vous avez de mauvaises raisons
raison de défendre votre vie privée, vous pouvez en avoir d'excellentes. Et puis, on vous dit toujours, ça a été inventé par les anarchistes. L'un des projets les plus aboutis parmi les ancêtres du Bitcoin, il était poursuivi par Citigroup, qui est pas particulièrement anarchiste. Il y a un vrai problème sur Internet, c'est que dans une rue, avec vos billets de la Banque centrale ou avec votre carte Visa, vous avez une solution de paiement extrêmement fluide. Vous pouvez payer un café ou un sandwich en quelques secondes. Par contre, quand vous êtes devant votre ordinateur et plus encore avec votre portable, vous pouvez pas faire rentrer la pièce dedans, vous pouvez pas faire rentrer la carte dedans. Et en fait, les gens cherchaient quelque chose qui soit aussi fluide. Et fluide plus pas laisser de traces, eh bien, ça converge vers une solution qui est celle du cash numérique. Et le papier d'octobre 2008 décrit bien la découverte de Bitcoin comme peer-to-peer cash électronique système. Mais pourquoi il est né dans le fond? On a dit il y a cette crise, mais qu'est-ce qui fait que le Bitcoin devait être né? Je veux dire, est-ce que c'est l'envie de l'anonymat? Est-ce que c'est l'envie de se passer des banques, l'envie de se passer de l'État? C'est quoi le moteur qui fait non seulement qu'il est né, mais qu'il a eu un certain succès? Je pense que c'est un peu toutes ces choses-là en même temps, et c'est aussi le besoin d'avoir une monnaie du cyberespace. Parce qu'on considère très rarement le cyberespace comme un territoire à part entière, et finalement, Internet a fait du cyberespace un territoire à part entière, et donc il était à peu près cohérent qu'un territoire ait une monnaie. Et finalement, cette monnaie, elle est à l'image de ce territoire, donc décentralisée, car Internet est décentralisé, et avec des aspirations un peu libertaires. Internet aussi avait des aspirations plus ou moins libertaires. Donc je pense que on retrouve déjà cet élément-là qui est très important. Et après, bien sûr, il y a l'aspect, de se passer de banque, de se passer d'intermédiaire, mais aussi d'avoir vraiment une monnaie qui soit fluide dans le cyberespace, qu'on puisse utiliser dans le cyberespace sans limitation, sans censure, qui soit bien plus sûr que de la vraie monnaie et qui, en plus, en quelque sorte, permette une tangibilité dans le cyberespace, dans le sens où les bitcoins sont une monnaie essentielle. Ça veut dire qu'un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Tandis qu'un euro peut ne plus valoir un euro, un franc suisse peut ne plus valoir un franc suisse dans quelques années. Mais qui peut garantir ça? On sait qu'il y a les banques nationales qui garantissent, on sait bien en Suisse, on a une longue tradition là-dessus, qui essaie de compenser. Le bitcoin, qui sait, vu qu'il n'y a pas de chef, qui sait qui peut maintenir ce niveau-là? C'est votre question, il faut peut-être la reposer. Je sais pas exactement ce qu'on entend par la garantie du franc ou de l'euro. On vous dit l'État le garantit, en réalité ce sont les banques centrales qui sont de plus en plus indépendantes des États, surtout dans l'espace économique européen. Elle garantit la constance du pouvoir d'achat de votre billet de 10 francs traduit en sandwich. Cela dit, si vous regardez sur longue période et que vous voulez acheter non pas des sandwichs dans la rue, mais des mètres carrés en centre-ville ou des lingots d'or, vous percevez que le maintien du pouvoir d'achat de l'euro, du franc, sont pas très assurés. Mais surtout, vous ne savez pas combien il y a de francs en circulation, ce qu'il vaut. Il vaut simplement un pouvoir d'achat. Quand on dit que le bitcoin est une réserve de valeur et qu'on le compare souvent à l'or, un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Ça veut dire quoi? Je vais prendre la comparaison avec la pièce de 20 francs qu'on appelle en France le Napoléon. Un Napoléon, quand je dis qu'il vaudra toujours un Napoléon, ça veut pas dire qu'aujourd'hui il me permet d'acheter tant de sandwichs et que dans 20 ans il me permettra d'acheter le même nombre de produits et de biens. Ça veut dire qu'il pèse aujourd'hui 6,45 grammes d'or à 900 millièmes et que dans 20 ans il pèsera toujours 6,45 grammes d'or à 900 millièmes sans avoir été affecté par une oxydation, un pourrissement, une évaporation, sans que l'État n'ait pu le rogner, etc. Alors que si vous stockez pour dans 20 ans du café ou des pommes de terre, elles auront germé, il aura pourri, etc. Une réserve de valeur, c'est quelque chose qui garde ses qualités essentielles indéfiniment dans le temps. Et c'est pour ça que les hommes, depuis les pharaons, ont stocké la valeur sous forme d'or. Le bitcoin, dans 20 ans, il vaudra toujours un bitcoin, il n'aura pas été rogné, il n'aura pas été coupé en deux, il n'aura pas été châtré, il n'aura pas été confisqué par un État. C'est vrai que... Alors que, regardez ce qui s'est passé en Inde. Vous vous retrouvez un beau jour avec des billets de banque dont on vous dit qu'ils ne valent plus rien. Regardez ce qui s'est passé à Chypre. On vous dit tout d'un coup que votre compte avec 1000 euros, il y en a plus que 900. Voilà. Le bitcoin, quand vous avez votre clé privée, vous le possédez comme l'or qui est sous votre matelas. Mais en même temps, le bitcoin, il a aussi une très grande volatilité. Il a commencé, il était, je crois, à moins de 1 franc pièce. C'est pas une pièce, mais moins 1 franc l'unité. Maintenant, il a passé jusqu'à 2400. Il a beaucoup bougé. Donc voilà, sa valeur évolue très très vite aussi, c'est impressionnant. Ceux qui avaient acheté 1000 bitcoins sont plus que millionnaires maintenant.
Mais parce que le Bitcoin déjà est très très jeune, il faut toujours penser que les premières personnes qui ont utilisé Bitcoin utilisaient des Bitcoins qui ne valaient rien pendant très longtemps, pendant presque 2 ans. Ces gens-là testaient cette monnaie et qui n'avaient pas forcément vocation à devenir ce qu'elle est. C'est peut-être un peu le fruit du hasard d'avoir joué avec des billets de Monopoly pendant quelques temps qui finalement se sont révélés avoir de la valeur. Alors après, c'est extrêmement volatile, mais il faut bien évidemment relativiser par rapport à la masse monétaire de Bitcoin qui est de 30 milliards de dollars actuellement. Et finalement, 30 milliards de dollars, c'est pas grand-chose, c'est 3 fois Twitter. Donc 3 fois Twitter pour une monnaie d'échange, c'est vraiment pas énorme. Donc on peut comprendre que la volatilité existe dans le sens où c'est très facile, entre guillemets, d'influencer le cours de Bitcoin. Si une grosse fortune veut acheter énormément de Bitcoin, elle va forcément faire monter son cours. Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité dans le marché actuellement. Il n'y a pas assez de Bitcoin qui s'échangent parce que Bitcoin ne vaut pas encore assez cher. En même temps, quand on compare, parce qu'on parle de Bitcoin, pendant longtemps on a dit Bitcoin n'est que l'une des 600 monnaies, mais elle pesait 95% de l'ensemble. Aujourd'hui, Bitcoin ne pèse plus que moins de 50% de l'ensemble, mais l'ensemble a vu sa valeur multipliée par 10 en quelques mois. Qu'est-ce qui se passe ? On a un continent qui apparaît, Adli a parlé tout à l'heure d'un nouveau territoire. Je pense que Bitcoin était la première île qui émergeait sur ce territoire, et Bitcoin a vocation à être la monnaie de réserve ou de pivot des échanges de toutes ces monnaies, de tous ces actifs numériques, parce qu'on n'est pas beaucoup rentré dans la technique et dans les vertus de Bitcoin. Bitcoin, c'est le premier objet numérique non copiable. Si je vous envoie une photo ou une musique, vous avez la copie de ce que j'ai sur mon téléphone, et on l'a tous les deux sur notre téléphone, et on peut pas vraiment distinguer le premier du second. Alors que si je vous envoie un Bitcoin, je ne l'ai plus. Et ça, cette découverte d'un objet numérique non copiable, elle est en open, et donc on voit apparaître énormément d'objets qui ont des vocations monétaires ou transactionnelles ou assurantielles ou de vecteurs d'identité numérique. Quoi qu'il en soit, on voit apparaître beaucoup de choses qui sont beaucoup plus volatiles que Bitcoin. Donc, vu de l'euro, du franc ou du dollar, Bitcoin est très volatile. Vu dans son univers de référence, il n'est pas forcément loin de là la plus volatile. Après, vous évoquez quelque chose de... Oui, allez-y. Non, il y a une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que Bitcoin, il est pour ce territoire nouveau que décrivait Adli, et dans ce territoire nouveau, il n'y a pas que des êtres humains. Il y a des êtres humains, il y a des robots. Alors les gens qui cherchent des rencontres galantes sur Internet savent qu'il y a des robots, ils s'en méfient, mais il va y avoir de plus en plus de robots, de machines, et si vous pouvez faire une dépense en demandant à votre banque de la faire, c'est parce que vous avez la personnalité juridique. Et je l'ai, mais mon chien et moi on l'a pas, et mon aspirateur ne l'a pas non plus. Alors que pour faire une transaction en Bitcoin, que j'ai la personnalité juridique n'a aucune importance. Il faut que j'ai une capacité d'ordonner les choses, de faire du calcul, etc. Autrement dit, le jour où les machines vont rentrer en transaction entre elles, elles ne peuvent pas le faire avec les monnaies légales. Elles ne peuvent le faire qu'avec les monnaies digitales, à l'exemple de Bitcoin. Il est extrêmement simple, par exemple, d'ouvrir un compte avec son frigo. Enfin, ça serait quelque chose d'extrêmement simple. Sur Bitcoin, on peut ouvrir des comptes à plusieurs en quelques clics. C'est ce qu'on a fait avec l'association, donc le Cercle du Coin. On a un portefeuille à 3 personnes, le président, le secrétaire et le trésorier, et nous faisons des transactions avec 2 signatures sur 3. Et ça, on l'a ouvert en même pas une minute. Oui, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que si vous voulez ouvrir un compte entre vous en Suisse, nous en France et un troisième larron au Québec, ça va prendre quelques secondes. Essayez d'aller trouver une banque qui accepte de trouver un compte avec un Suisse, un Québécois et un Français. Ils vont nous demander 1 kilo de papier chacun, et ça prendra 3 mois. Un mot peut-être sur vous l'avez dit, on peut pas copier un Bitcoin. Ça fonctionne sur le système de blockchain. Expliquez-nous cette espèce de système qui traque au fait toutes les où va le Bitcoin. Le Bitcoin en fait est stocké donc dans un grand livre de compte qui est distribué parmi tous les pairs du réseau, les nœuds qu'évoquait Jacques tout à l'heure. Et donc ce grand livre de compte va archiver toutes les transactions et toutes les traces des Bitcoins qui s'échangent sur le réseau. Donc un Bitcoin, on peut en retracer l'histoire, on peut voir par où il est passé à travers la blockchain justement, qu'est ce livre de compte fiable et infalsifiable et qui va dans un seul sens dans le temps. On voit par où il est passé. Par contre, les échanges sont complètement anonymes. Donc on voit qu'il est passé de XY à ZY, c'est ça ?
Non, ils sont pas complètement anonymes. Si on veut essayer de savoir dans quel restaurant et avec quelle jeune personne vous êtes allé hier, on aura beaucoup de mal et le jeu n'en vaudra pas la chandelle. Par contre, si vous avez commis des crimes ou des délits, les services secrets vous retrouveront et ils préfèrent nettement que vous fassiez vos erreurs ou vos délits en bitcoin plutôt qu'en cash. C'est beaucoup plus facile pour eux. Là, il y a eu une illusion des criminels qui ont trouvé cette nouvelle monnaie à leur goût et qui ont cru les promesses d'anonymat. Bitcoin est une monnaie pseudonyme, mais forcément, en vous servant du Bitcoin pendant des semaines, vous allez commettre une fois une erreur, une transaction identifiable, et de ce fait, toutes vos autres transactions deviendront identifiables. C'est ça en fait. Pardon. Excusez-moi. C'est ça en fait, une monnaie pseudonyme, c'est une monnaie qui n'empêche pas la bêtise. C'est-à-dire que l'homme fait toujours des erreurs et donc il suffit d'une erreur pour retracer absolument toutes les transactions. Le Bitcoin, c'est une question de coût. Le Bitcoin, une monnaie qui nous veut du bien ou du mal. On vous retrouve juste après Saul. Comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement de laisser filer, comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui, comment se compare toute une vie, comment il faut vivre aujourd'hui avec ces cons qui me poursuivent. Autour de moi j'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world. Come to my world. Tellement des pommes qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. Autour de moi j'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world. Come to my world. Comme c'était Saul, nous parlons du Bitcoin ce matin avec Jacques Favier et Adli Takal-Bataille. Alors on parlait un petit peu des dark side, comme on dit en bon français, des côtés peut-être mauvais ou potentiellement dangereux du Bitcoin. Voilà, il y a beaucoup de critiques sur la cybercriminalité, sur les choses mauvaises qu'on peut faire avec le Bitcoin. Vous dites voilà, c'est suffisamment traçable, il n'y a pas plus de risques avec par exemple le cash? Vous savez, l'homme fait des bêtises depuis qu'il est un homme, et depuis qu'il y a de l'argent, on n'a pas attendu le Bitcoin pour voir apparaître les usages déviants de l'argent et les péchés de l'être humain. Moi, je pense qu'il est temps peut-être maintenant de parler des bons côtés du Bitcoin. J'écoutais votre chanson et elle disait comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Voilà, les Bitcoiners sont essentiellement des gens qui cherchent à inventer quelque chose de nouveau et pas forcément à se procurer des substances illicites. Je pense pas que Satoshi Nakamoto, dont on ne sait rien, se soit réveillé en 2008 en disant je vais inventer une monnaie pour faire des saletés. Je pense vraiment pas que ce soit ça.
Il y a quelque chose qui l'illustre assez bien, que Bitcoin n'est peut-être pas fait pour le Darknet, c'est que les sites du Darknet commencent à arrêter d'accepter Bitcoin. Voilà. Ça, on n'en parle pas, mais sur par exemple la question de la taxation, parce que ça c'est peut-être pas c'est pas la cybercriminalité, c'est pas le terrorisme, mais je veux dire, ça échappe potentiellement à toute taxation. Et si les transactions augmentent encore plus, comment vont faire les États ou les communautés pour se financer? Alors, je veux dire ça, effectivement, c'est le problème du passage à la frontière. Il y a quelque chose d'amusant, c'est que tout à l'heure on disait Bitcoin se déplace sur la blockchain. Bitcoin ne se déplace pas. Quand vous passez la frontière, il y a en général le douanier, surtout le français, qui vous regarde d'un air mauvais, et vous n'avez pas à déclarer vos bitcoins. Parce qu'ils sont pas en Suisse et ils sont pas en France. Donc quand vous passez la frontière, le Bitcoin ne passe pas la frontière avec vous. Alors évidemment, c'est une sorte d'or numérique que vous auriez dans un coffre-fort sur la Lune. Bon, et il faut prendre le Bitcoin pour ce qu'il est, et puis voir comment on peut légiférer, réglementer. Il y a des gens qui pensent qu'on doit, d'autres qui pensent qu'on ne doit pas. D'ailleurs, curieusement, vous seriez surpris de découvrir que des gendarmes pensent que non, on ne doit pas réglementer, on ne doit pas légiférer davantage parce que l'arsenal est suffisant. Ensuite, que ça serve marginalement à des gens qui n'ont pas envie de payer des frais de transaction, qui n'ont pas envie de payer leurs impôts, c'est évident. Mais enfin, Adli vient de donner les ordres de grandeur, une trentaine de milliards d'euros pour l'ensemble des bitcoins, peut-être 80 milliards en comptant toutes les monnaies qui lui ressemblent un peu. Je rappelle qu'il existe 1200 milliards de billets européens en circulation, à peu près 1300 $. Vous avez bien dû en Suisse, et en rajoutant l'Angleterre et quelques autres pays, on doit bien être à 5000 milliards de dollars de valeur en petits morceaux de papier qui permettent aussi de pas suffoquer en payant sa feuille d'impôt. Donc je crois pas qu'il faille s'éterniser sur ce sujet. Moi je voudrais qu'on parle un instant de l'association dont nous sommes, Adli et moi, parmi les cofondateurs. C'est le Cercle du Coin, qui a été fondé fin 2015 avec des amis bitcoiners belges et suisses, rejoints par depuis des luxembourgeois et même des gens qui vivent au Maroc, et on vient d'atteindre les antipodes puisqu'on a un adhérent qui est à Tahiti. À Hong Kong aussi. Et à Hong Kong. Le Cercle du Coin, donc dès le départ, ça a été fait avec des amis suisses. Nous avons plusieurs membres de ce cercle, une entreprise un peu vedette chez vous qui est BT à Neuchâtel, mais également une ou deux personnes physiques, un intellectuel connu du monde de la blockchain NXT, puisqu'on n'est pas limité à Bitcoin, on s'intéresse aussi aux blockchains Ethereum, NXT, à toutes les autres blockchains ouvertes. Donc on est un centre une association à la fois conviviale, parce qu'on fonctionne beaucoup par repas, par rencontre, et d'échange d'idées, d'encouragement d'initiatives, et dans les initiatives qu'on mène, il y en a fort peu qui ne soient pas positive. On a converti un passage à Paris avec 25 commerçants qui acceptent le Bitcoin. Ils vendent surtout des chaussettes, des pullovers, des souvenirs de Paris, des choses absolument pas illicites. Quand on a fait ça, on avait l'homme politique du coin qui est venu participer à l'inauguration. On a fait hier juste un événement à l'École normale supérieure de Paris avec 13 orateurs, dont un gendarme, un conseiller d'État, plusieurs professeurs de faculté, pour parler de Bitcoin. On va encourager un jeune qui va faire un rallye jusqu'au Maroc. On va sponsoriser cette affaire-là. On a encouragé un YouTuber à vivre 30 jours en Bitcoin pour voir. On a compris que vous êtes des grands défenseurs du Bitcoin, mais juste une question, parce qu'on est bientôt à la fin de cette émission. J'aimerais vous poser comment réagissent les banques par rapport à ça, parce que pour l'instant c'est elles qui dominent un tout petit peu le système financier. Elles sont contre, elles attaquent le système, ou elles essayent de prendre parti puis de prendre le meilleur pour l'utiliser à des fins, si on veut, privées? Les banques en quelque sorte sont dans une situation difficile parce que d'une part elles attendent une législation sur le Bitcoin parce qu'elles veulent pas se mouiller entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles s'y intéressent depuis longtemps. Ça doit bien être les banques qui ont été parmi les institutions à s'y intéresser le plus rapidement. Mais elles patientent pour la législation. Donc du coup, elles ont pris un virage entre guillemets blockchain. Depuis 2015, il y a un certain buzz autour de la blockchain et de ce que ça peut engendrer, même si parfois c'est un peu compris de travers en quelque sorte. Et les banques donc essaient de faire des registres distribués simili blockchain qui soient privés entre elles, des consortiums avec une blockchain, ce genre de choses, mais donc de perdre en quelque sorte l'aspect totalement décentralisé de Bitcoin et de perdre l'aspect donc très sécurisé de Bitcoin du fait des nœuds qui ne se font pas confiance et qui arrivent à créer de la confiance autour d'un réseau. Donc là, ça serait l'inverse, ça serait avoir des nœuds entre banques
des nœuds avec des droits très spécifiques d'écriture et de lecture, et donc copier un peu ce qui a été fait pour le mettre à la sauce bancaire et donc faire en sorte de pouvoir garder la main dessus. Je pense qu'il y a une différence à faire quand même entre les banques commerciales les banques commerciales n'ont pas grand-chose à en faire, et les banques centrales qui, elles, sont intéressées par la technologie et qui pourraient en faire quelque chose de grandiose. Merci beaucoup Adlita Kalbataï et Jacques Favier d'être venus nous voir ce matin. Vous êtes, on l'a compris, des grands fans du Bitcoin. Je rappelle que vous êtes respectivement linguiste spécialiste du numérique pour le premier, historien ancien banquier pour le second, et vous avez co-signé ce livre, Bitcoin, la monnaie acéphale. C'est paru chez CNRS Éditions. Bonne fin de journée. Au revoir et merci. Merci, bonne fin de journée. Et merci à Mathieu Lutolf à la technique ici à Lausanne, à Bénédicte Banet qui était du côté de Paris. Demain, nous parlerons du succès du yoga.